Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 69. Moi c'est Plax, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu mon cher Thiergo? J'ai commencé à demander le paiement d'heures supplémentaires là parce que troisième épisode en moins de 10 jours, ça fait beaucoup. Si tu veux, tu vas le demander à qui le paiement? Juste dis-moi parce que je vois pas à qui tu vas aller chercher des sous là. Ah, je sais pas, il me semble qu'on a un Patreon qui est plutôt bien alimenté. Un Patreon, et d'ailleurs pour notre Patreon, nous allons remercier les participants au Patreon. J'ai nommé Jimmy Novak, Vincent Scholler, Freakazoid, Guillaume D, Yann, TBDO, Nitty Sims, qui était avec nous sur le podcast précédent, Merci et Spinedoni Thomas, qui participe au niveau Graham Gano, le niveau 3€. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce Patreon qui a eu un changement? On l'avait annoncé d'ailleurs au dernier podcast. Qui a eu un changement, oui, alors c'est pas sympa de me reposer la question, je me suis pas rappelé. Si, le changement c'est que maintenant les nouveaux, les nouveaux abonnés au Patreon sont débités immédiatement, alors qu'avant il y avait un petit délai avant qu'ils soient débités. Pour rappel, le Patreon c'est un débit mensuel, des abonnements mensuels, mais vous pouvez très bien faire un abonnement ponctuel si vous le souhaitez, vous vous abonnez une fois et dès que vous êtes débité, vous enlevez votre abonnement. Et il y a différents niveaux, Graham Gano comme tu as dit, mais aussi Saquon Barkley, Plaxico Burress, Eli Manning, chacun a des niveaux de contribution différents et avec des goodies différents aussi selon le niveau dans lequel vous participez. Mais en tout cas, merci beaucoup à ceux qui ont déjà contribué. Merci à vous, et pour rappeler, on l'avait déjà dit, mais sachez que ça sert principalement à héberger le podcast dans un premier temps. On a pu s'acheter des stickers grâce à ça, qu'on vous envoie aussi sur certains besoins. Et j'ai regardé les casquettes, et c'est salaud, c'est dur de faire des casquettes. En fait, je voulais faire des casquettes de qualité brodées, parce que si c'est pour faire des casquettes pourries que tu jettes au bout de 2 fois que tu la mets, ça sert à rien. Et en fait, tu es obligé de prendre des quantités industrielles. Alors il faut que je cherche. Si jamais l'un de vous connaît un super site de casquettes, où on peut en faire, je sais pas, une dizaine dans un premier temps, qui sont brodées, c'est surtout ça qui est important, et ben n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire ou à nous l'envoyer sur Twitter. Je regarderai ça avec attention. Voilà. Alors, match contre les Texans, victoire 24-16 des Giants. On est à 7 victoires, 2 défaites. Et on a gagné, mais un match pas foufou. Faut avouer que par rapport à certains autres matchs, on s'est un petit peu emmerdé. T'avais un Vikings-Bills qui était complètement taré de l'autre côté. Pour la première fois, on a été devant tout le match. Je crois qu'on n'a pas été une seule fois mené au score. Et donc ça a changé de physionomie par rapport aux autres rencontres qu'on a gagnées. Donc c'était un petit peu nouveau pour nous. On était donné vainqueur. Mon sentiment, et je te laisserai résumer le match après, c'est qu'on a globalement maîtrisé ce match. On n'a pas eu besoin d'en faire des caisses. On a fait ce qu'il fallait. On s'est un peu tiré des balles dans le pied en première mi-temps, mais finalement ça a été. Voilà. Est-ce que tu peux nous résumer un peu la physionomie du match? Écoute, dire qu'on a globalement maîtrisé, je suis pas sûr, parce que j'ai trouvé que c'était un peu brouillon. Alors peut-être côté attaque, mais côté défense c'était... Enfin, maîtrisé côté attaque, mais côté défense je trouvais que c'était un peu brouillon aussi en special teams. Si on résume dans les grandes lignes le match, bon déjà première mi-temps, en fait on a commencé par marquer avec un TD de Lawrence Kager, ou Kager, je sais pas, qui est un tight end qui sort du practice squad, parce que vu qu'on n'a plus personne pour attraper le ballon... Je crois qu'on l'a récupéré chez les Jets. Voilà, en fait, on en est bientôt à récupérer des receveurs dans les tribunes, au rythme auquel ça va. On fait souvent des blagues comme ça avec des potes, où tu sais, t'as le speaker qui fait une annonce. Si dans les tribunes quelqu'un sait jouer quarterback, vous pouvez vous présenter à l'accueil, tu sais, t'imagines les mecs avec tous les blessés. Ah ouais, non, ça sera rigolo. Tous les blessés, c'est pas que les blessés, c'est aussi les joueurs en manque de talent, on en parlera un peu plus tard. Donc voilà, on commence à 7-0, on a eu pas mal d'échanges de punts. Les Texans ont fini par marquer un field goal de 38 yards sur un drive où Damon Pierce a réussi à faire une course de 44 yards. Globalement c'est ça leur drive, c'est une grosse course. C'est une grosse course, et c'est là où je dis en fait c'est un peu brouillon, c'est que parfois on laissait les Texans faire d'énormes gains. Ouais, et je te laisserai, moi je rebondirai sur ça après. Vas-y, voilà. Et donc pendant le reste du match, il s'est pas passé, enfin pendant le reste de la mi-temps, il s'est pas passé grand chose.
retour de la pause, Daniel Jones marque sur une passe de 54 yards à Darius Slayton. Alors les 54 yards ont été principalement courus par l'ami Slayton. Oui, parce que la passe a fait 2 yards. mais c'est surtout que Daniel Jones en fait se prend un énorme lineman dans la gueule pendant qu'il envoie la passe et Slayton fait tout le reste du travail. Enfin bon, bref, c'était magnifique. On en est donc à 14-3, mais les Texans répondent par un TD de Davis Mills contre Fabian Moreau, donc 10-14. Ouais, c'est un double move de Nico Collins, difficile à défendre en homme à homme, c'est un peu chaud, mais donc beau TD pour le coup. Voilà. On est toujours dans le troisième quart-temps. Saquon Barkley, après un long drive qui avait commencé sur nos 26 yards, Saquon Barkley nous marque un petit touchdown de 2 yards. Donc là, on en est à 21-10. Et pendant le troisième quart-temps, alors j'ai pas retrouvé, si, on peut parler de l'interception de Dane Belton qui était absolument magnifique, mais je pense qu'elle était avant ce TD. Je la revois plus. Il y a eu un fumble provoqué, il y a eu ensuite une interception provoquée. En fait, ils arrivent plusieurs fois à nous driver, ils arrivent quasi en red zone et 2 fois on récupère le ballon alors qu'ils avaient moyen de marquer des points. Il me semblait qu'en fait l'interception de Dane Belton était qu'il a chippé entre les mains d'Adoree Jackson. Il me semblait que c'était pendant le premier quart-temps. La première mi-temps, pardon. Ah non, pas du tout, c'est en troisième quart-temps ou quatrième quart-temps. C'est deuxième mi-temps en tout cas, et oui, ils sont les deux sur la balle, le receveur est pas du tout là, et puis là tu vois, ce qui peut arriver dans ce genre-là, c'est tu te bats, t'es de la même équipe, mais dans le feu de l'action, chacun essaie de la prendre, et en fait, personne ne la prend en finale, et tu loupes l'interception. Mais ça s'est bien passé. Ouais, donc c'est bien ça, en fait, c'est début du quatrième quart-temps, interception magnifique de Dan Belton. Il y a eu aussi le fumble provoqué par Leonard Williams, et en fait, en fin de match, ça s'est terminé par 3 field goals des Texans, qui sont donc remontés à 16 points, 24-16. On n'est pas très loin du pronostic de notre ami Brandon London, puisque maintenant c'est un ami du podcast, qui avait dit 24-12, puisque lui il voyait pas de TD des Texans, mais il y en a quand même eu un. En fait, ils ont mis 3 field goals, dont un en première mi-temps, 2 en deuxième, et un TD, donc voilà, c'est ça. T'échanges un touchdown contre un field goal, et il avait le bon pronostic. Alors, donc moi je dis match maîtrisé plutôt, parce qu'on n'a jamais été vraiment inquiété, même si ils avaient moyen à un moment de remonter, etc. Comme on l'a dit, il y a eu notre défense qui a encaissé beaucoup de yards, et c'est ce que tu soulignais. Pour la première fois, je crois qu'on se prend plus de 300 yards à la passe de David Mills, oui, puisqu'il a 319 yards, donc c'est la première fois de la saison que ça arrive. Mais encore une fois, notre défense limite l'attaque adverse à 20 points. Donc c'est là où je dis que ça a été maîtrisé, puisqu'en attaque, on a quand même plutôt drivé tout le match, et même si on finit qu'à 10 points en première mi-temps, on a quand même drivé, et si jamais, les raisons pour lesquelles on ne marque qu'un touchdown en première mi-temps, c'est à cause de nous, c'est parce qu'on fait des erreurs, c'est parce que il y a une course de Wendell Robinson où il fait n'importe quoi, il veut tenter un truc de fou au lieu de, ok, tu perds un yard, mais là il en perd 6 à la place. Donc je pense qu'il s'est fait remonter pour ça. Il y a eu des faux départs où on a vu notre coach Brian Daboll complètement fou sur le bord de ligne. Enfin voilà, on s'est tiré nous-mêmes des balles dans le pied. Et c'est nous qui avons fait la pluie et le beau temps sur ce match, j'ai eu l'impression. C'est nous qui avons fait le jeu en attaque, c'est nous qui avons fait le jeu en défense sur toutes ces turnovers qu'on a provoqués. C'est pour ça que je dis que c'est un match maîtrisé, même si oui, on a encaissé des yards, même si oui, tout n'a pas été parfait. Globalement, c'est nous qui avons eu la main mise sur le match, et si on avait perdu le match, ça aurait été grandement de notre faute à cause des pénalités qu'on a fait beaucoup en première mi-temps et qui sont bien améliorés en deuxième. D'ailleurs, on a marqué plus de points en deuxième mi-temps avec 2 touchdowns. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que je disais ça, et j'ai pas senti une grosse inquiétude, si tu veux. L'attaque des Texans, il commence quand même avec 3 fois des 3 and out, quoi. Tu vois, donc ça montre bien qu'on avait quand même la main mise, et c'est beaucoup de gros gains. Tu parlais du touchdown qu'ils mettent, c'est sur une course de, je sais plus, 40 et quelques yards de Dameon Pierce. 44, ouais. Ouais, voilà, donc c'est une action. Bien sûr, c'est des gros. En fait, j'ai eu l'impression que l'attaque des Texans a mis du temps à rentrer dans le match. Ils étaient beaucoup plus en rythme pendant la deuxième mi-temps, et ils nous ont fait des drives avec beaucoup plus de gros gains. Parce que ce qui est assez criant en fait sur cette rencontre, c'est que tu te rends compte à quel point on est quand même un peu limité au niveau des linebackers. Linebacker, je suis d'accord. Ouais. Donc en fait, on se retrouve très très vite à courir après un joueur qui a réussi à percer le deuxième rideau. Ça, c'est très chiant. Donc c'est un peu flippant. Alors en effet, on n'a jamais vraiment été inquiété parce qu'on a toujours mené la rencontre. Alors moi, je t'avais dit hier soir justement à chaud que je m'étais fait un peu chier pendant le match. Mais c'était clair, c'était assez chiant comme match. Mais sur le quatrième quart-temps, j'étais quand même un peu inquiet.
Je me suis dit, ils sont en train de revenir quand même. Là, Ils ont eu l'occasion de remonter, et je pense que c'est aussi pour ça. En fait, c'est une physionomie assez spéciale parce que pour la première fois, on était devant tout le match. Et donc, on a eu une défense, alors je dirais pas moins agressive, mais peut-être agressive un peu différemment. Ils ont eu l'occasion de mettre beaucoup de yards parce qu'il fallait qu'ils remontent. Et ils ont pas abandonné la course, mais quasiment. Ils ont beaucoup lancé. Et c'est aussi pour ça qu'il met 319 yards, hein, parce qu'il faudrait regarder combien il a de yards à la passe sur la première mi-temps, mais je pense qu'il dépasse pas les 100 sur la première mi-temps. Et donc voilà, le fait qu'ils courent au score, que ça les oblige beaucoup à lancer, et que nous on est un peu sur la défensive à attendre de provoquer l'erreur adverse, c'est un peu ce qu'en fait ça, on a beaucoup fait depuis le début de saison. Rappelle-toi le nombre de fois où les mecs sont en zone rouge et on arrive à les arrêter à ce moment-là. On a une très très bonne défense en third down. Quand on arrive à les amener en third down, souvent on les arrête. On a une très bonne défense en red zone. Ils n'arrivent pas à marquer quand ils sont en red zone, nos adversaires. Donc ça, c'est nos deux forces. Et là, on récupère deux ballons alors qu'ils avaient moyen de marquer des points, quoi. Ouais. Donc ça a toujours été notre force depuis le début de la saison. Et encore une fois, c'est des patterns qui sont... On pourrait dire, ouais, mais là on a eu de la chance, on fait une interception, machin. C'est surtout les fumbles déjà qu'on provoque beaucoup. Et si c'était sur un ou deux matchs, je dis pas. Mais là, c'est tellement des choses qui se répètent que c'est pas du hasard. C'est voilà. Et oui, on a une équipe qui est pas explosive, qui met pas des centaines de yards. Ils ont passé, je sais pas si tu as fait gaffe, la stat hier du nombre de points, de differential de points entre les points marqués et les points encaissés. Plus et 6. sur plus 6 on était hier avant le match, parmi les équipes qui sont à au moins 6 victoires, je crois, il y avait un truc comme ça. On alors est que la t'en pire as qui sont à des 80, 110. Voilà, Ouais. on est la pire des meilleures équipes, mais on te demande pas de marquer 40 points de plus que ton adversaire pour gagner, on te demande d'en marquer un de plus. Donc bah écoute, de toute façon, c'est ce qu'on redit depuis le début, c'est la marge d'erreur est très faible et on joue avec ça et on arrive à s'en sortir pour l'instant. Ouais. Bah, c'est là justement où on voit que si on devait aller en playoff, et puis maintenant on commence sérieusement à poser la question à Brian Daboll, la mort, et notamment et aux joueurs, si on devait aller en playoff, oui, le but du jeu c'est marquer un point de plus que ton adversaire, mais le jour où tu te retrouves justement face aux adversaires qui sont dans le top du tableau et eux qui sont à un différentiel de points de plus 30 points, là on va être beaucoup plus à la peine. Alors on est tout à fait réaliste sur les capacités de cette équipe, on sait très bien qu'on joue aussi à un niveau auquel on ne nous attendait pas, et je suis d'accord avec toi, tant qu'on gagne des matchs, on va pas bouder notre plaisir. Mais, mais en fait c'est... Là où je disais que c'était brouillon, c'est plus par rapport à ce qu'on a vu sur les rencontres précédentes. Par exemple, si on fait un focus sur notre punter, Gillian, là, il a fait des punts absolument horribles. Oui, il a eu des punts pour. Il en a un, il fait quoi 15 yards, enfin un punt Ouais, ridicule. 14 yards, exactement. Ouais, alors il a été meilleur sur la fin de match, mais je suis d'accord avec toi, il a été moins bon. Et Voilà. c'est clair. Et tu l'as dit aussi, il y a eu des pénalités absolument inacceptables. Ah Et bah on en a, première mi-temps, c'était abusé. et on a vu Brian Daboll, d'ailleurs il y a un tweet qui m'a bien fait rire, où en fait tu vois Brian Daboll qui est en train de gueuler un truc, tu sais pas ce qu'il dit, et le commentaire du mec qui a tweeté qui dit ouais, Brian Daboll qui dit à ses équipes, allez les gars, vous êtes sur le bon chemin. Et je fais, non, je pense pas que c'était le message qu'il faisait Je suis pas passer, sûr. mais c'est bien justement que on ait un head coach qui soit tout à fait conscient, enfin qui secoue un peu ses équipes quand il y a de la merde qui est fait, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Et en fait, je pense qu'il est juste dans ce qu'il dit, et c'est important d'être juste en fait. C'est comme avec un enfant. Un enfant, il a pas de problème à se faire engueuler. S'il a fait vraiment une bêtise, il le sait, il l'accepte. T'engueules un enfant qui a rien fait, bon là c'est plus difficile. Mais là, voilà, une équipe, tu te permets de gueuler quand il y a raison de gueuler. Et Anderson, là, le O-line qui sort, je sais pas d'où, qui fait un faux départ c'est quoi, c'est une 4e et 1 où en plus on l'a converti. Lui il fait un faux départ et ça annule notre drive complet. Tu vois, c'était une occasion encore d'aller mettre des points parce qu'on était sur la ligne des 30 yards, je crois, un truc comme ça. Et il fait un faux départ, du coup, même pas de field goal, rien. On est obligé, ça nous sort du field goal, on est obligé de punter. Enfin bref, voilà, que des trucs relous comme ça. Donc ça c'était un peu problématique. Peut-être qu'on peut enchaîner, on peut parler un peu de cette attaque, donc que j'ai trouvé moi plutôt intéressante et qui a beaucoup drivé. Et il y a un truc important qu'on n'avait pas les années précédentes, c'est qu'on a très souvent le temps de possession pour nous, et ça je trouve que c'est extrêmement important, et c'est dû au fait qu'on court beaucoup, puisque là il fait 35 courses. Saquon Barkley, c'est énorme, c'est son record en carrière. Il a jamais couru autant, 35 courses pour 152 yards, une moyenne de 4,3 yards par portée, très très peu de courses négatives, beaucoup de courses de
2-3 yards, ça arrive. Beaucoup de courses où on a dit ah il y a un trou et en fait il se fait rattraper au dernier moment et ça aurait pu être converti pour des gains un peu plus longs. Il fait quand même une grosse course de 27 yards, mais voilà, on arrive à avoir une attaque qui tourne beaucoup autour de la course et du coup on a souvent le ballon et ça on sait que c'est un facteur assez important de laisser notre défense sur le banc et de diriger un peu le tempo du match. Et donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Le temps de possession, en effet, était un élément central de ce match-là, pour donner le ballon aussi souvent à Saquon Barkley. Et qu'il avance, parce que tu as des joueurs qui font 35 courses et qui vont même pas réussir à passer les 50 yards et c'est catastrophique. Là il a une moyenne de 4,2 ou 4,3 par portée. Donc il y a ensuite Matt Breida qui a aussi fait quelques courses, notamment sur des situations, alors je sais plus si c'était third and short, enfin en tout cas des situations à faible yardage. C'est un gars qui est assez puissant. Et on a une course de Wendell Robinson qui elle est un gain négatif de moins 5. C'est celle dont je parlais tout à l'heure. Exactement. Il aurait jamais dû essayer de se retourner. Bon, il aurait pu être moins 10. On a eu de la chance. Mais bon. Oui. Mais bon, je compte pas vraiment les courses de Daniel Jones qui sont plus de l'improvisation que du game plan. Mais là, le game plan, c'était clairement, en effet, on court pour contrôler la possession et donc pour que notre défense soit le moins souvent possible sur le terrain, non pas parce qu'elle soit mauvaise, mais pour justement un peu la préserver et qu'elle soit pas fatiguée. Et on pourrait aussi se dire, on file autant de ballons à Saquon Barkley parce qu'on fait pas confiance à Daniel Jones. Là encore non, parce que même si Daniel Jones en fait n'a fait que 17 passes, il a complété je crois les 3/4 de ses passes, il fait pratiquement 200 yards, 197 yards et 2 TD, et en fait c'est surtout parce qu'en fait on fait pas confiance à nos receveurs, quoi. Bien sûr, il fait 13 sur 17 à la passe, avec très important, un rating de 153,3, ça veut dire que c'est une quantité élevée de passes complétées, c'est 2 touchdowns pour 0 interception, 0 fumble aussi. Ça fait son 5e match d'affilée où il perd pas un seul ballon. Daniel Jones, rappelle-toi, c'était quand même son gros problème de ses premières années. Et le rating parfait, c'est 158,3. 158,3. Il n'y a pas eu cette année de 158,3. De toute façon, on la trouve vite, la liste des 158,3. Il y en a beaucoup, mais c'est pas toutes les saisons que ça arrive. Et je m'étais amusé à le regarder chez les Giants. Il y en a eu 2, je crois. Il y a eu Kerry Collins et il y a eu Eli Manning qui ont eu des ratings parfaits. Et donc là, en fait, 153,3, c'est le rating le plus élevé d'un joueur NFL cette saison, d'un QB NFL cette saison. Il n'y a pas eu plus encore. Et donc, il y a quand même une bonne balance entre les passes et les courses. Et le fait qu'on ait un bon jeu de course nous permet d'avoir des passes peut-être un petit peu plus faciles. Donc, voilà, Daniel Jones fait un très bon match. Moi, je suis un peu interrogé quand même pourquoi il ne court pas. Je me demande s'il a l'option. Il y a beaucoup de fois, tu sais, quand il est en shotgun, il donne la balle à Saquon Barkley et il feinte de la garder, mais il l'a pas gardé une seule fois sur ce match-là. Je sais pas si c'était une instruction volontaire de Mike Kafka qui lui a dit ça sert à rien, on s'en sort suffisamment bien avec Barkley, va pas te blesser bêtement, ou si juste il a pas vu l'ouverture. J'avais l'impression qu'il y avait moyen potentiellement de gagner des yards comme ça, mais il l'a jamais gardé. Je sais pas pourquoi. Pareil. En fait, il y a des moments où je me disais le defensive end de l'autre côté avait l'air de suivre le running back, il aurait peut-être pu essayer, mais peut-être que c'est une instruction de Kafka qui dit tant qu'on réussit avec Barkley, on continue. On a déjà vu ça avec les Giants par le passé, qui insistaient lourdement sur certaines actions, quitte à les répéter tant que la défense adverse ne réagissait pas. Et le fait qu'on donne le ballon justement 35 fois à Saquon Barkley montrait bien que c'était largement suffisant pour avancer. C'était le game plan de toute façon, on est tombé contre l'équipe la pire contre la course de la NFL, donc voilà, qu'est-ce qu'on fait ? On court 35 fois, voilà, donc 152 yards. En tout, on gagne plus de yards à la course, on fait 191 yards à la course en tout, pour 176 yards à la passe, si on inclut les sacs. Voilà, donc alors, un petit point quand même sur la O-line, rapidement. Donc il y a eu beaucoup de fois, on a fait jouer 3 O-line supplémentaires, c'était assez ouf, où vraiment là clairement tu vas pas lancer parce que tu as un seul receveur, un running back, un QB et puis quasiment que des O-line. Donc là où il y a eu des faux départs et des petits problèmes d'ajustement, d'alignement, etc. en première mi-temps. Globalement ça a quand même, je trouve, bien tenu, il se fait saquer 3 fois Daniel Jones pour 21 yards. C'est honnête, et encore Andrew Thomas qui a été juste monstrueux une fois de plus. Il a toujours pas encaissé un sac cette saison, Andrew Thomas, c'est all pro quoi. Tu vois pas comment tu peux faire autrement. C'est une bête, c'est incroyable. Il est réellement béni là en ce moment. Il met des blocs sur des courses, mec. Il y a une course de Saquon Barkley à gauche où il fait vraiment tout le tour
du défenseur pour le bloquer, tu vois, c'est pas il l'attrape et il l'emmène, c'est il fait le tour, il le bloque, et Saquon Barkley passe dans son dos, et il bloque 2 mecs en même temps, enfin, c'est monstrueux. Il est vraiment incroyable ce joueur-là. Et tu parlais des receveurs, est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on évoque le sujet ? Bah, il va falloir, hein, c'est... En Oh, fait, mon Dieu. c'est marrant parce que pendant cette bye week, on a beaucoup parlé de Kenny Golladay en disant qu'il revenait de blessure, que l'équipe avait vraiment l'intention de le mettre en avant, que c'était une opportunité pour lui de se racheter parce que en plus on n'avait plus Kadarius Toney, blablabla. Et on m'avait demandé avant le match, qu'est-ce que tu prévois pour Kenny Golladay. Et toi, en tant que fin connaisseur, qu'est-ce que Et tu moi, as en tant que répondu ? fin connaisseur, je me suis laissé avoir par mes sentiments, très optimiste. J'ai dit 4 réceptions, 70 yards, il me semble, et un TD. Ouais, c'était pas mal. Sachant qu'il n'a toujours pas marqué de TD depuis qu'il est devenu un Giant. Hein. Non. Juste au passage, hein, c'est quand même 72 millions, 4 ans. On va s'en rappeler. Alors, on trouvait que c'était un peu cher, mais raisonnable au moment où on l'a signé. Mais là, quand on voit le niveau de production... Bref, tout ça pour dire que on lui a envoyé 2 fois la balle. Il y a une passe qui apparemment était... elle n'était pas très précise. Donc non, mais ok, voilà. mais mec, attends, t'es un receveur NFL. Et Non, mais à un moment, il faut que tu t'arraches aussi, quoi. Combien de fois je l'ai vu ne pas s'arracher, le mec ? Non, mais alors, on va en venir justement à sa capacité d'effort. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, même les commentateurs ont dit bon, son premier drop, c'est un quasi-drop parce que la passe n'était pas idéale. Ouais. Et c'est la passe sur le third down en fin de première mi-temps où la passe est on ne peut plus parfaite, et t'as Daniel Jones qui ensuite en conférence de presse va dire on lui demande qu'est-ce que tu peux faire toi pour aider Kenny Golladay, et il dit faut que je lui fasse des passes beaucoup plus précises et tout. Enfin, mais il parle de la première, je pense. Il peut pas dire ça sur la deuxième, là. Ouais, c'est juste pas possible. À ce stade-là, mets-lui le ballon dans les mains directement, quoi. C'est ce que je disais sur Twitter. Tu sais, tu lances la balle, tu vas la rattraper toi-même et après tu lui donnes. Tiens, non, vas-y. Mais... Et donc Brian Daboll, donc après ça, on n'a plus vu Kenny Golladay. Non, plus du tout. Ouais. Et Brian Daboll, on lui a posé la question, il dit est-ce que vous avez benché Kenny Golladay et est-ce que son statut de titulaire, et Brian Daboll a dit non, c'était prévu comme ça. Alors, il l'avait déjà dit en début de saison, si tu te rappelles. Non, il a dit Mike Kafka entre guillemets allait lui parler machin. On l'a remplacé par Isaiah Hodgins, qui est un receveur qu'on a récupéré des Bills, un grand receveur, il est 6'3" je crois, qui fait 2 passes rattrapées sur 2 lancées dans sa direction. Il a été parfait de 41 yards, dont la première qui n'était pas évidente. J'ai l'impression que c'est une bonne pioche, ce mec. Voilà, on en a fait des... C'est une meilleure pioche que Kenny Golladay. Hein. Non, mais je veux dire, par rapport au prix on le paye, ça c'est clair. Je pense qu'il a déjà été plus rentable avec ses 2 réceptions de 41 yards que Kenny Golladay avec ses 72 millions. Mais je veux dire, on va pas s'enflammer non plus, le mec fait 2 réceptions. Mais il était intéressant déjà chez les Bills, qui ont ce problème de riche d'avoir trop de receveurs. Bon, tant mieux. Et nous, en plus, on connaît les Bills parce qu'on a du staff de chez eux. Donc, écoute, on va aller choper ces joueurs-là. Et je pense qu'il peut être intéressant. Et c'est un mec, peut-être un receveur 3 à développer qui peut être intéressant pour la suite. Bref. En tout cas, ces drops sont vraiment dégueulasses. Il fait aucun effort. Sur le premier, d'accord, pourquoi pas. Mais mec, quand j'ai revu la vidéo que tu as partagée sur Twitter tout à l'heure, où on voit tous ces drops, il y en a certaines. Il y a une passe à un moment où il fait un tracé go, là, fade, où il va tout droit. Mec, il fait pas d'effort du tout. Il n'y a aucun effort sur le terrain. Rappelle-toi Odell Beckham, mec qui se jette, qui se tue à chaque fois pour aller rattraper les balles un tout petit peu trop longues. Lui, il fait rien. Non. Et après, il va dire ouais, c'est inacceptable. En fait, tu fais rien en même temps. Donc, bien sûr que c'est inacceptable. Enfin, c'est Brandon London qui, lors de son interview, nous disait dire qu'un mec est nul, c'est un peu facile, faut essayer d'analyser pourquoi. Là, en fait, faut pas analyser très longtemps Kenny Golladay pour se rendre compte à quel point il n'y a pas d'effort. Alors, mec, c'est mental, hein. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On peut mettre un peu d'eau dans notre vin en disant il y a peut-être quelque chose mentalement qui le perturbe et il n'arrive pas à passer, parce que c'est quand même incroyable que ce gars qui était chez les Lions et qui te faisait des contested catch hallucinants n'y arrive pas. Mais voilà. En fait, je sais pas, il faut peut-être lui faire des contested catch pour qu'il arrive à faire quelque chose. Il faut arrêter de lui envoyer dans les mains. Non, même pas, parce qu'en fait, il drop aussi dans ces cas-là. Donc, la deuxième passe, mec, en plus, c'est le nombre de fois. Alors, j'allais dire, il nous a jamais marqué de TD. Mais pire, il nous coûte des first down en 3ème tentative. Et il nous coûte des TD. Des TD rappelle-toi, début de saison, il lâche un ballon alors qu'il a juste à faire un yard et il rentre dans le TD.
Enfin voilà, il y a un moment, c'est même il est contre-productif en fait. C'est pas qu'il est pas productif, c'est qu'il est contre-productif. Il nous coûte quelque chose. Donc bah il y a un moment, faut arrêter. Et on a fait rentrer Hodgins en deuxième mi-temps et ça s'est mieux passé Ouais. quoi. Donc Et bon. heureusement que Darius Slayton aussi est là, parce que Darius Slayton nous a fait, donc Il est on l'a dit, monstrueux mec. il nous a fait... Bah, en fait, c'est quand même assez dingue, parce que je te rappelle que pendant cet été, on était tous les deux à se dire, non mais Darius Slayton, on n'en tire à rien, il est trop Non irrégulier, mais bien etc. sûr. Et il a fait trop de drops. Même tout Ouais, début de saison, il a fait des drops et il jouait plus. Et finalement, c'est ce qu'il dit en interview, c'est il s'est pas plaint, il s'est entraîné et il a repris sa passe quoi. et bah Donc, voilà, Kenny Golladay devrait lui demander quelques conseils, parce non mais que... mec, Kenny Golladay, attends, tu l'as vu en entraînement? J'ai Non, l'impression de voir un papy courir quoi. Il a pas de jus en fait. Je non, non, crois qu'un des problèmes qu'il a, c'est qu'il a plus de jus le gars. oui, mais c'est dingue quand même, il a que 29 ans. Alors, Non mais on dirait qu'il en a 36 sans ben, déconner. c'est ça, en fait c'est ça ce qui est dingue, c'est de dire que le gars il a 29 ans, alors certes c'est plus, pour un receveur 29 ans ça commence à faire vieux, mais t'es Non mais encore ça capable va. de faire des choses. Mais bon, Darius Slayton en tout cas c'est 4 targets, 3 réceptions, 95 yards, donc il nous a fait la réception de 54 yards et une autre belle réception de je crois 27 yards. Mm. Bah, Heureusement qu'il est là sur- quoi. Bah, oui, voilà, ça c'est un receveur NFL. Sur le TD qu'il met de 54 yards, donc il récupère une balle où tu l'as dit, Daniel Jones lance une pizza comme il peut parce qu'il est plaqué en même temps. Il y a Jalen Pitre qui arrive lancé comme une fusée et qui loupe son plaquage, donc il en profite et il traverse tout le terrain. Il a montré en tout cas sa vitesse. Et je rappelle qu'il avait couru en 4-3, je crois, le 40 yards, donc c'était le plus rapide de la draft où il avait été drafté. Mm. Et même la réception, l'autre longue réception qu'il fait. Il fait un catch, bon, il n'y a pas trop de problème. Et derrière, il gagne des yards. Le yard after catch a été aussi intéressant, puisqu'il ne s'est pas rendu. Il gagne encore 5-6 yards faciles derrière. Donc, bah écoute, faut qu'il continue comme ça, quoi. J'espère qu'il a eu des fractures mentales aussi, Darius Slayton. J'espère que ça lui arrivera pas, parce qu'on a vraiment besoin de lui. Wandale Robinson, qui a été visé que 2 fois, mais qui fait ses 2 catchs. Tu vois, pour l'instant, il n'est pas mis trop en avant, mais en tout cas, le peu qu'on lui demande de faire, en tout cas sur les passes, parce que la course, on l'a dit, c'était pas terrible. Mais sur les passes, voilà, voilà, 2 réceptions, 20 yards, 2 first down. Écoute, très bien, hein, moi je prends, hein, franchement. Mm. Ouais, non mais c'est... On manque d'un tight end quand même. on Tanner manque Hudson, d'un il est tight end. gentil, mais c'est léger. Bah oui, mais bon, c'est avant qu'on Après, récupère qu'on récupère Bellinger, il va falloir encore un peu de temps. ouais, il y a Chris Miaric aussi, mais après, Tanner Hudson, 3 réceptions sur 3 passes lancées, bon, écoute, 24 yards, pareil, hein, ça reste correct, hein, voilà, c'est pas du receveur comme on a pu voir dans d'autres matchs, mais bon, on fait avec nos armes, donc on court beaucoup, voilà. Donc Mm. c'est pas très spectaculaire, c'est sûr, c'est pas l'équipe la plus Ah, sympa à quoique, voir. non, franchement, Saquon Barkley, c'est Ah oui, spectaculaire. bien sûr, ouais, mais bon, une passe de 60 yards, c'est toujours un peu plus spectaculaire Oui, qu'une course de 10 yards, c'est ça que je veux dire. tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur cette attaque? Je pense pas, on a Non, je fait un pense peu que le tour. globalement, on a fait le tour. On peut peut-être se tourner vers la défense. Ouais, bah vas-y, qu'est-ce que tu as envie de nous raconter sur cette défense? Et écoute, ce que j'ai envie de raconter sur la défense, comme je disais, c'était brouillon. Après, si on se concentre un peu sur le positif, on peut parler justement de Dane Belton qui a fait, mine de rien, je crois 63 snaps. C'était lui qui était censé être le remplaçant de McKinnon. Ouais. Donc il a pas mal joué Mm. centerfield. Son interception, pardon, est absolument magnifique. Alors, Il loupe quelques plaquages quand même, hein, ouais, sur le match. il y a quelque chose que j'avais pas remarqué, mais que j'ai appris dans un article sur Big Blue View, c'est que apparemment il a fait l'interception et puis il a traversé tout le terrain pour aller se mettre devant les caméras de l'autre côté du terrain alors qu'il avait des caméras juste derrière lui 10 mètres. Ah bah, c'est Et parce qu'il est rookie, ça, il sait pas encore. il s'est fait chambrer un peu par ses collègues. Mais sinon, on peut aussi parler de Leonard Williams, qui nous fait un bon petit fumble forcé dans le quatrième quart-temps, donc on avait bien Ouais. besoin, mais au-delà de Pendant, ça, pendant que le joueur est retenu par Thibodeau, qui, ouais. qui ferme bien la porte, et derrière, il y a Leonard Williams qui lui provoque le fumble. Ouais. Mais au-delà de ça, il a quand même fait aussi 9 plaquages, dont 5 solos et un quarterback hit. Donc c'est pas Gros mal. match. Bah Ouais. alors, de toute façon, hein, là tu parlais de Leo Williams, l'intérieur de la ligne, mec, a été archi dominant. Dexter Ah ouais. Lawrence, il fait 5 plaquages, un seul solo, ok, un sac, un plaquage pour perte.
une passe défendue, alors, il saute les deux bras, et 5 QB hits. Mec, il a été monstrueux, Dexter Lawrence. Et dans ses QB hits, je crois qu'il frappe le QB au moment de l'interception. Enfin, il a été vraiment archi décisif. Et Leonard Williams et Dexter Lawrence au milieu, là, ça fait un boucan, laisse tomber, quoi. En face, ils ont galéré. Hein. Bah, Dexter Lawrence, là, il en est déjà à 5 sacs, hein, donc il a battu sa performance de 2020, où il avait fait 4 sacs. Il a passé un cap, hein, clairement. Hein, ah oui, il a passé un très gros cap, et ça lui réussit très très bien, donc c'est super. Thibodeau, il continue à bosser, hein, même s'il n'est pas en train de faire des sacs à tout va, mine de rien, il fait 4 plaquages, et comme tu dis, il intervient, enfin, il affecte le match, hein. C'est pas parce qu'un receveur n'a pas de ligne de stats qu'il n'affecte pas le match. Le fait que des joueurs soient obligés d'aller, enfin des joueurs offensifs soient obligés d'aller ailleurs parce qu'il y a un défenseur qui est en travers du chemin, ça rentre pas forcément dans une feuille de stats. Tu parlais de qui, de Thibodeau là ? De Thibodeau, ouais. Ouais, après on a quand même envie, c'est vrai, de le voir mettre un peu plus de sacs. Je pense j'espère qu'il va passer un cap aussi. Il est intéressant, il fait des choses intéressantes. Voilà, il est pas non plus ultra impactant pour l'instant comme on l'aurait espéré, mais ça reste un bon joueur voilà, il joue beaucoup et je pense qu'il fait ce qu'il faut et il va y arriver. Il y a pas de On raison. espère que quand Ojulari sera de retour, que cette paire de edge rusher fonctionne bien avec J. Edward en plus. Et Jiménez, les 4 sont très intéressants quand même. Hein. Il y a de quoi faire une rotation très très intéressante. Ouais. D'ailleurs, Jiménez qui a à 1/10 de seconde près provoqué un fumble, hein, ça s'est joué à vraiment pas grand chose. Ça a été annoncé fumble d'ailleurs sur l'action en live, et puis après 10 000 heures de replay, l'arbitre a finalement dit non, bah en fait il y a eu passe en avant, donc ça a été une passe incomplète. Bon voilà. Juste pour revenir un tout petit peu sur le Benton, oui il fait une belle interception, mais je trouve qu'il a été un peu léger sur les plaquages et il en a raté quelques-uns. C'était pas parfait non plus, voilà. Donc il est pas au niveau de McKinney. On a senti une petite différence quand même. Bon, on fait avec et ça a quand même tenu. On n'a pas parlé de Jason Pinnock qui lui aussi avait été récupéré chez les Jets, qui fait 1 sac et demi et qui a été très bon sur les blitz. Il a été surtout utilisé pour ça d'ailleurs. Il fait 4 plaquages, 3 solos. 1 plaquage pour perte et 1 sac et demi, donc 2 QB hits, voilà, il était intéressant dans son rôle de blitzer, on va dire. Ouais, tout à fait. Bon là, c'est quelqu'un qui joue un peu moins. Il a, je crois, alors si on regarde Pinnock, je crois qu'il était blessé quand il est arrivé chez nous. Quand on l'a récupéré des Jets, il était un peu blessé. Il me semble. Donc là, il a fait 23%, enfin, il a fait 36% des snaps défensifs, hein, donc 23 snaps. Mais c'était intéressant hein, de le voir sur le terrain. Il a eu en effet un impact avec 1 sac et demi. Donc, et tiens, d'ailleurs, c'est marrant parce que je remarque que T. Crowder, qui était quand même très très présent en défense, là n'a fait que 2 snaps défensifs. Et T. Crowder, il a vachement baissé dans le depth chart. Hein. Il a été McFadden, il fait combien de snaps? McFadden, je vais te dire ça tout de suite, si je le retrouve. McFadden, il fait 56% des snaps défensifs. Ouais, bah tu vois, ça a plus tourné et j'ai l'impression que T. Crowder, là, j'ai l'impression qu'il a eu trop d'erreurs d'assignation à trop de moments. Et McFadden l'a remplacé. D'ailleurs, McFadden qui a failli faire une interception aussi. Alors ça, c'est la chatte à Dédé. Hein. Il prend bien sa zone, la balle est lancée, il saute et la balle lui passe entre les mains. Elle est finalement déviée et elle est rattrapée par miracle par un receveur qui traînait par là. Putain, comment ça m'énerve ça. Et c'est sur ce drive-là qu'il marque le TD derrière. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, bon. Ça arrive, mais bah là en fait nos 2 linebackers titulaires, hein, si on peut dire, ça a l'air d'être Mike Fadden et Jalen Smith. Jalen Smith qui a aussi eu, il a eu un match correct. Hein, il a fait un QB hit de ce que je vois. Il a fait le fumble recovery. Mais la course de 45 yards là, c'est pour sa pomme. Hein. Ah ouais. Parce qu'il n'arrive pas à se sortir du bloc, il se prend un bloc et il reste coincé dedans. Et voilà, un linebacker qui est plus puissant, il se fait pas prendre autant que ça et là, ça se limite à une course de quelques yards, quoi. Mais bon, voilà, Jalen Smith, quel âge il a ? Il est un peu vieux, non ? Oh, je sais pas s'il est si vieux que ça. S'il a plus de 30 ans, ça m'étonnerait. Attends, je suis en train de regarder. Il a 27 ans, putain, il est jeune en fait. Ouais, il a 27 ans. Bon, je pense pas que ce soit l'avenir hein, non plus. De toute façon, on en a parlé dans le podcast avec Nitti la semaine dernière quand on a commencé à évaluer certains postes. Le poste de linebacker va être important, pas forcément pendant la draft, on peut aller en chercher pendant l'intersaison aussi, mais bon, c'est un de nos. Je pense que c'est notre poste le plus faible, alors que j'aurais plutôt dit corner, tu vois, au début de saison. Et finalement, avec Fabian Moreau et avec Adoree Jackson et nos safety qui tiennent plutôt bien.
Bah en fait, j'ai l'impression que vraiment notre problème, il est sur l'inside linebacker. C'est là où on est le plus léger, quoi. Où Ouais. il y a- Oui, 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 non, mais c'est comme je disais tout à l'heure, hein, on a vu que dès que le running back des Texans arrivait à se défaire de nos defensive linemen, Mm, les linebackers n'étaient pas capables de suivre. mm. Et une fois qu'il avait passé un linebacker, heureusement que tu avais des gars, heureusement que tu avais les defensive backs pour le rattraper, notamment, Ouais, ouais, il me semble que c'est Julian Love qui le rattrape sur la course de ouais, tout à 44 fait. yards. C'est exactement lui. Mais t'as pas envie de voir trop souvent ce genre d'action où le mec il court et tu sais, il regarde l'écran géant pour voir si les mecs sont en train de le rattraper ou pas. Bon, c'est jamais très plaisant de voir 6 joueurs courir derrière un gars. C'est jamais un bon signe. Ouais. Bon, en tout cas, Tomon Fox un peu moins en vue, qui a pas beaucoup joué sur ce match-là aussi. Il fait, Ouais, il fait un plaquage. Plus sur la réserve, en Et effet. ça se trouve, c'est en special teams peut-être même. Donc bon, Ouais. je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, globalement, notre défense qui a encaissé des yards, oui, beaucoup en fin de match quand on était en train de mener. Et voilà, le fait qu'on ait mené quasiment tout le match a obligé les Texans à beaucoup lancer et à être un peu agressifs, ce qui fait qu'on a encaissé un peu plus de yards. C'est pas illogique, voilà. On a quand même envie de voir un peu plus. Au total, on fait combien de sacs sur ce match? On en fait 4. Tu vois, c'est pas énorme, hein. Ouais. C'est pas énorme par rapport au nombre de blitz qu'on envoie. On pourrait en faire un peu plus. Donc on est perfectible très largement. Oui, mais aussi, enfin, je trouve que quand tu blitzes beaucoup, ça veut pas forcément dire que tu auras plus de sacs, parce que quand tu blitzes, tu es aussi plus vulnérable en couverture de passe, donc vrai, tu incites l'attaque adverse à se débarrasser du ballon plus rapidement. Tout à fait. Et souvent les sacs arrivent sur des situations où en fait la secondary est capable de couvrir un peu plus longtemps. Donc je sais pas si... Enfin, C'est faudra vrai, voir t'as- sur le temps si le système de Martindale peut produire plus de sacs que ça. Faudrait regarder comment ça se passait chez les Ravens. Bah ouais, ça, j'avoue que je sais pas. En tout cas, le but c'était clairement de disrupter, ça se dit ça, disrupter l'attaque adverse, avec Perturbé. perturber l'attaque adverse avec beaucoup de cover zéro, beaucoup d'alignements qui ne laissaient pas prédire la formation de l'équipe adverse, avec David Mills qui, je crois, est dans sa 2e saison, si je dis pas de bêtises, qui a fait une saison correcte l'an dernier, mais qui a pas été incroyable clairement depuis le début de saison non plus. Donc voilà, j'ai l'impression que le plan de jeu était intéressant et les a obligés à faire des erreurs quand même. Donc c'était pas mal, même si encore une fois ils ont encore mis beaucoup de yards. Mais bon, voilà. Bon, est-ce que je pense qu'on a fait le tour un peu de cette défense? Si on évoque très rapidement Notre le prochain match suivant, qu'on joue encore à domicile, cette fois-ci contre les Lions, qui sont à 3 victoires et 6 défaites. Ouais, et qui sont sur une série de 2 victoires. Hein. C'est l'équipe qui, en début de saison, avait l'une des meilleures attaques, si ce n'est la meilleure attaque de la ligue, mais qui en fait perdait contre tout le monde. Là, j'ai les stats, non mais j'ai les stats sous les yeux. En fait, ils sont 9e de la ligue en points marqués, alors que nous on est 22e. Ouais. Mais par contre, ils sont 32e de la ligue en points encaissés. Voilà, avec 29,3 points encaissés de Voilà. moyenne par match, c'est énorme. Hein. Et 31e de la ligue en défense contre la course. Et 27e contre la passe. Donc, ils sont 31e contre la course. Bah voilà, 35 courses, 35 portées voilà, pour Saquon Barkley. On va encore faire bosser Saquon Barkley, ça peut être un très gros match. Mais aussi, tu vois, 27e contre la passe, donc normalement ça devrait être un match pendant lequel Daniel Jones pourrait faire des grosses stats s'il avait des receveurs pour attraper le ballon. Non mais heureusement bon. qu'on a plein de receveurs. Ah, et aussi, ils ont un différentiel, ils sont 22e en turnover, en takeaway différentiel, c'est-à-dire qu'ils ont perdu, ils ont un différentiel de -2. Donc ça veut dire que ils ont perdu 2 ballons de plus qu'ils n'en ont récupéré. Okay. Donc ils sont 9, ouais, tu l'as dit, 9e à la passe. 241 yards par match à la passe. Ouais, 241 yards par match à la passe, 129 yards à la course, donc 11e. Alors que nous... C'est quand même une attaque équilibrée pour le coup. Hein. Ils sont quand même assez agressifs. Quoi. Bah, ils sont plus équilibrés que nous. Hein. Nous, on est 3e attaque à la course de la ligue, mais 29e à la passe. Donc, tu vois... mais en fait, alors, on risque, à mon avis, de souffrir un peu à la course parce qu'on a vu quand même sur plusieurs matchs, notamment contre les Jaguars, encore une fois là contre les Texans, qu'on pouvait prendre pas mal de yards à la course. On est 24e de la ligue en défense contre la course et ils ont la 11e meilleure attaque à la course de la ligue. Donc va falloir faire attention de ce côté-là. Jared Goff, il fait quoi comme stat? 15 touchdowns, 2270 yards, 64% de passes complétées.
Ouais. 15 touchdowns, 7 interceptions. Bon, c'est très correct. Il fait une bonne saison en fait. Hein. Ouais, Pour le coup. je pense qu'il il se débrouille pas trop mal, hein. Bon, bah, à mon avis, alors, je suis pas aussi confiant que pour les Texans, mais je Non, moi vois non ça plus. aussi comme une victoire. Bah, en tout cas, on l'espère. Ça nous, t'imagines, mec. Enfin, à chaque fois, on se dit t'imagines, et puis on augmente notre nombre de victoires. Déjà 7 victoires, c'est incroyable. Au pire du pire cette saison, on est à 7 victoires, 10 défaites. Ouais. Voilà, ce sera notre pire. Donc c'est notre meilleure saison depuis déjà très longtemps. Sachant que C'est j'espère quand notre même qu'on va... meilleur départ depuis 2008. On n'avait Ouais. pas eu une début de saison comme ça depuis 2008. Mais là, si on s'assure 8 victoires, c'est saison réussie. Pour moi, là, si on gagne le match contre les Lions, la saison... Non, en fait, on peut pas dire ça parce que si on gagne que contre les Lions et qu'après on perd tout le reste, on reste Et à surtout, mauvaise note. on peut pas perdre contre les, j'allais dire Redskins, mais on peut pas perdre contre les Commanders. Ouais. Alors les Commanders sont meilleurs depuis qu'il n'y a plus Carson Wentz quand même. Bah ils jouent cette nuit contre les Eagles d'ailleurs. On va voir ce que ça va donner. Ça va nous donner une bonne... je pense qu'ils vont perdre et qu'il n'y a pas de raison que les Eagles battent pas les Commanders. Mais écoute, c'est intéressant de suivre ça et ça va nous donner un peu le là pour les prochains matchs contre eux. Parce qu'on doit les rencontrer 2 fois. On doit rencontrer quand même 2 fois les Commanders, 2 fois les Eagles. Hein. On n'a quasiment pas joué d'NFC Est en fait pour l'instant. Ouais, bah ça va être sur toute la fin de la saison. Mm. Avec les Colts qu'on doit rencontrer aussi, qui ont gagné. On ne sait pas comment avec leur coach Saturday sorti de nulle part. Et bon, écoute, en tout cas, ça fait partie des matchs que l'on doit gagner si on veut espérer accrocher le playoff. Les Cowboys ont perdu cette nuit contre les Packers en overtime. Donc on est 2e de NFC Est actuellement. Les Cowboys sont désormais 3e avec 6 victoires, 3 défaites. Ça risque d'être intéressant cette fin de saison quand même. Ah ouais, bon, on s'est déjà pas ennuyé pendant le début de saison et je pense pas qu'on s'ennuiera sur la fin de saison. J'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais j'ai le sentiment que le bilan de la première saison de Double sera quand même largement positif. En fait, ça me paraît tellement improbable que à chaque match, je me mets en position défaitiste. J'arrive pas à me mettre en position, oui, regarde, cette victoire de défaite, on va gagner, on va aller en playoff, machin. J'arrive pas à me dire ça en fait, pour l'instant. On a fait on a fait 10 000 ans à perdre tout le temps. On était les équipes les plus nulles de la ligue. Ouais, c'est peut-être enfin le moment qu'on attendait depuis si longtemps. Et puis comme chaque année il y a des surprises en NFL, les Rams qui sont pas si bons que ça, enfin il se passe plein de trucs, les Packers aussi qui galèrent, bref, voilà, écoute, voilà, c'est la NFL, c'est la beauté de la NFL. On va s'arrêter là, merci Thiergo, merci à tous de nous avoir suivis et on vous dit à la semaine prochaine pour débriefer de ce Giants Lions. À plus tout le monde, ciao. Salut.